Sur l'aspect plus fondamental, alors on va demander à Luc Dupuis, puisque là on est dans le domaine du modèle, de la recherche fondamentale au tout petit. Comment on fonctionne dans le domaine de la recherche, justement? Est-ce qu'il y a un modèle? Est-ce qu'il y a il y a une souris qui peut servir de référence? Parce que c'est l'image qu'on a un petit peu habituelle. Oui, alors, pardon. Effectivement, on a une souris transgénique qui modélise la sclérose latérale amyotrophique. Il s'agit en fait d'une souris qui surexprime une forme mutée de SOD1. Ça a été le premier gène qui a été lié à la SLA en 1993. Et en fait, si on compare, dans les 3 dernières années, il y a à peu près une dizaine de nouveaux gènes qui ont été documentés, qui ont été caractérisés comme associés à la SLA. En 20 ans, il y a 20 ans, on en avait un, et depuis 20 ans, on en avait un seul, et depuis 3 ans, on en a pratiquement 20. Et ça va s'accélérer encore? Donc ça va énormément s'accélérer. Je pense qu'on est en train de découvrir énormément de choses dans le domaine de la SLA. Et si je devais comparer, je pense que la comparaison que Vincent a faite avec le cancer, c'est totalement justifié. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans la même situation, par exemple, que la leucémie dans les années 80. On va, j'espère, découvrir on est en train de découvrir une hétérogénéité génétique énorme. Et pour cette hétérogénéité génétique, eh ben, on va, j'espère, en tout cas c'est ce vers quoi on tend, mettre au point des modèles et à partir de ces modèles, mettre au point des thérapies ciblées pour ces différentes formes. Donc l'idée, elle est là. Donc on est en train de découvrir un continent complètement inattendu, parce que comme l'a dit aussi Nigel Lee, il y a 15 ans, quand moi j'ai commencé à travailler dans la SLA, c'était une maladie et pas du tout un syndrome. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est énormément de maladies différentes. Et donc, pour chacune de ces maladies différentes, on doit avoir un modèle qui va nous permettre de faire de la recherche préclinique. Donc, c'est en train de se développer de façon phénoménale. En France en particulier, on a plusieurs groupes qui créent, qui caractérisent des modèles murins, des modèles poissons-zèbres, des modèles de drosophiles, de différents animaux de SLA. Et ça va nous permettre, j'espère, de tester, de mettre au point, d'identifier de nouveaux mécanismes et de mettre au point des médicaments. Alors revenons peut-être un peu, et Nageli, on a beaucoup parlé justement, sur cette partie génétique. En fait, on l'a dit, et tout à l'heure on le précisait, ces maladies génétiques, vraiment génétiques, c'est une petite population. Est-ce qu'aujourd'hui on imagine quand même de chercher des gènes mutés dans toutes les populations? Ou est-ce qu'en fin de compte, c'est de la recherche pure, et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va faire un génotypage, comme on dit, c'est-à-dire étudier en fin de compte les gènes, pour essayer de trouver et de démembrer ce qui était une maladie et qui est devenu des maladies. Alors, il y a deux Voilà, choses, en fait. éclaircissons bien ça. La première chose, c'est les SLA monogéniques. Effectivement, Donc un gène. un seul gène. Ça, c'est une petite partie. Maintenant, je pense qu'on peut tous être convaincus qu'il y a énormément de facteurs de risque et que finalement, c'est des combinaisons de ces différents facteurs de risque génétiques, mais aussi éventuellement environnementaux, nutritionnels, quels qu'ils soient, qui vont amener au développement d'une SLA. Et donc finalement, le jour où on arrivera à modéliser ces différents facteurs de risque ensemble, là, on pourra comprendre comment s'installe le mécanisme et comment on peut le contrecarrer. Quand vous dites Donc, facteur de risque, des exemples? en particulier, je pense que, alors c'est toujours extrêmement débattu, mais on parle beaucoup d'associations avec l'exercice physique, par exemple. On parle beaucoup d'associations avec, il y a les facteurs environnementaux. Le tabac, par exemple. On Oui. parle de cyanobactéries, par exemple. Tout ça, ce sont des facteurs de risque environnementaux. Puis il y a des facteurs de risque génétiques dont les études pangénomiques, genome-wide, sont en train d'identifier. Alors, on va revenir sûrement tout à l'heure parce que vous aurez beaucoup de questions dans ce domaine. Un autre pan de votre travail qui est tout à fait passionnant, c'est le lien possible en fait avec la nutrition, avec ce que l'on mange ou ce que l'on ne mange pas, la relation avec cela, et peut-être une piste qui mettrait que, eh bien, ma foi, si on se nourrit différemment, ou peut-être en quantité de façon plus importante, il y aurait une piste de réflexion. Encore une fois, attention, on est là dans des pistes de réflexion. Alors là, c'est typiquement l'exemple de ce que peut apporter, je pense, la recherche fondamentale et la modélisation animale dans la recherche sur la SLA. Au départ, on a constaté quelque chose de très, peut-être, qui avait été publié très très souvent,
c'est que les souris qui développent une SLA sont maigres. Et elles sont maigres pas quand elles sont malades, mais elles sont maigres largement avant de développer des problèmes moteurs. Donc c'est des souris qui deviennent malades à l'âge adulte, et on va dire dans l'adolescence, elles sont déjà plus maigres que leurs congénères non malades. Parce qu'elles consomment plus, parce qu'elles mangent Alors, moins. en fait, ces souris mangent plus et elles sont plus maigres, tout simplement pour la même activité, elles dépensent plus d'énergie. Et la réflexion qu'on s'est faite à ce moment-là, c'est donnons-leur plus d'énergie, donnons-leur plus d'énergie dans leur nourriture, et on les a nourris avec un régime hyperlipidique. En fait, on a tout simplement donné 20% de graisse de beurre dans la nourriture de ces souris avant qu'elles tombent malades. Et on s'est aperçu que ça augmentait fortement leur durée de vie et que ça retardait la neurodégénérescence de ce modèle. Alors là, évidemment, on est dans la recherche fondamentale, c'est-à-dire que la grande limite de ce travail, c'est que ce sont des souris dont on sait qu'elles vont tomber malades, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de patients SLA, parce qu'on n'a pas les causes génétiques. Mais ces souris-là, elles vont tomber malades à 100%, et donc on peut les traiter avant. Et ensuite, on est allé voir Vincent Méninger, et on s'est demandé quelle translation on pouvait faire chez le patient. Et on s'est aperçu que les patients, qu'effectivement, il y avait toute une littérature qui se confirme de plus en plus, que l'indice de masse corporelle est un bon indice de survie, de bonne survie, que les lipides, nous l'avons montré avec Vincent, les lipides circulants sont corrélés à la survie, c'est-à-dire que l'hyperlipidémie, l'augmentation des lipides dans le sang, est un facteur qui semble associé à une meilleure survie. Et actuellement, l'objectif que nous essayons depuis plusieurs années, je dois dire, c'est d'initier un essai clinique où on augmenterait la ration calorique des patients SLA. Je dois dire que là encore, on va revenir sur des discussions qu'on a déjà eues. C'est extrêmement difficile parce que ça n'intéresse absolument pas les entreprises pharmaceutiques d'augmenter la ration calorique. On a actuellement une partie de l'argent pour le faire avec le réseau allemand. J'espère qu'on pourra aussi le faire en France. Moi, je voulais peut-être ajouter un mot. C'est si les souris peuvent supporter 20% dans leur alimentation au niveau du taux de masse grasse, dans l'alimentation humaine, on ne peut pas dépasser 10%, sinon il y a un dégoût et ce n'est pas possible de faire une alimentation aussi riche. La deuxième chose que je voulais dire, et ça c'est peut-être un symptôme peut-être prémoteur, c'est que les patients qui sont hypermétaboliques, qu'on reprend leur histoire et qu'on leur mesure leurs dépenses énergétiques de repos par calorimétrie au diagnostic, eh bien on voit que le premier symptôme qui a été le premier symptôme fonctionnel, c'est une perte de poids. Et bien avant l'apparition même de l'apparition d'un déficit moteur. Donc, ce qu'on ne comprend pas encore complètement, c'est pourquoi tous les patients ne sont pas hypermétaboliques. Et donc, ça veut bien dire, et ça renforce l'idée que c'est probablement un syndrome. Alors, Luc et son équipe travaillent sur la compréhension des mécanismes pour comprendre pourquoi il existe un hypermétabolisme, et il y a probablement un rôle dans le dysfonctionnement mitochondrial. Et c'est vrai que on peut maintenant envisager, comme les collègues pneumologues envisagent un traitement, une nouvelle stratégie thérapeutique qui n'est pas forcément dédiée sur un mécanisme physiopathologique de la maladie, mais qui est centrée sur une intervention nutritionnelle et qui pourrait même modifier le cours évolutif de la maladie indépendamment de l'atteinte motrice. Et c'est là un des enjeux des futurs essais cliniques dans les 10 prochaines années. On va sûrement y revenir. Oui, allez-y, en fait, je suis entièrement d'accord. Et c'est pour terminer, je vous disais que c'était au départ une histoire pour montrer ce que pouvaient apporter les modèles animaux, mais ça montre aussi les limites, parce qu'effectivement, la souris est très différente au niveau physiologie métabolique de l'homme.
niveau physiologie musculaire, à différents niveaux. Et donc effectivement, avant d'aller vers l'essai clinique, il est nécessaire de faire toute une série de validations comme celle dont Philippe a parlé. Je ne peux pas être plus d'accord avec